Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. On nous écoute. On est où là? Grande Zéro, le lieu dévasté par les attentats. Grande Zéro, enfin, ça c'est un terme générique normalement utilisé pour désigner le point d'impact d'une bombe au sol. Et c'est vrai que depuis les attentats du 11 septembre, tout le monde croit que c'est le nom de ce site. En tout cas, ça fait déjà plus de 2 ans et demi que les attaques se sont passées et il reste encore tous ces gravats, c'est complètement dingue. Ouais, c'est ouf. Plus de 500 000 tonnes à dégager, rien que pour les Twin Towers. Alors imagine avec tout le site du World Trade Center. En tout cas, ils vont construire un mémorial ici, dans le trou des fondations des tours jumelles. Ouais, ils vont faire 2 bassins là, avec de l'eau qui coule aux emplacements exacts des tours. Ouais, les Américains vont faire de ce Grande Zéro un lieu quasi sacré. Et en 2011, à la mort d'Oussama Ben Laden, c'est évidemment ici que des milliers de gens vont se réunir pour crier leur joie. Tout le monde ne croit pas au complot alors. C'est vrai qu'il y aurait pas autant de quoi depuis qu'Internet s'est développé. T'as raison, on est passé dans une nouvelle ère de ce complot 2.0. Et oui, avec notamment un film qui va tout changer et qui nous a quand même pas mal chamboulé. Ouais, on raconte ça alors? Oh mais attention à la pelleteuse! Tous parano. Quelques années après les attentats, Internet arrive à maturité. Plus accessible, plus rapide, il devient un média de masse. Symbole de cette nouvelle ère, YouTube est lancé en 2005 et bouleverse la communication. Chacun peut y créer sa propre chaîne de télévision. Sans budget ni intermédiaire, on peut désormais toucher une audience internationale. Les théoriciens du complot du 11 septembre s'y précipitent évidemment pour diffuser leurs idées au plus grand nombre. Considéré comme le premier blockbuster d'Internet, un documentaire symbolise cette nouvelle ère. Ce documentaire s'appelle Loose Change, et ce n'est pas de la petite monnaie. Ah ouais, ça c'est la traduction littérale de Loose Change, petite monnaie. Mais enfin, ce qu'on peut dire sans sourciller, c'est qu'il y a un avant et un après Loose Change. Car celui-ci va façonner la vision du 11 septembre de toute une génération. Racontons peut-être la jeunesse du film. Moi je veux bien, mais pas à sec. Château à la Tour numéro 2, on n'y a pas touché? Ah ben non, je me demande bien où on avait la tête. En tout cas, j'espère qu'il va être aussi bon que le premier. Voilà. De quoi nous lancer. Merci. Excellent. Bon, alors ce film? Eh bien, l'idée remonte à mai 2003. Dylan Avery, New-Yorkais de 20 ans, souhaite faire carrière dans le cinéma. Il commence à écrire le scénario d'un film de fiction dont l'action se déroule pendant le 11 septembre. Au cours de ses recherches de travail sur le film, il se plonge dans l'étude des théories alternatives sur les attentats. Et après quelques semaines de travail, et devant l'accumulation d'éléments discréditant la théorie officielle, il décide de réorienter complètement son projet. Oui, Avery est désormais persuadé que les attentats ont été orchestrés par des membres du gouvernement des États-Unis. Et il se lance donc dans la réalisation d'un documentaire pour le prouver. 2 ans plus tard, il parvient à finir une première mouture de son film qu'il nomme donc Loose Change. Cette première édition est mise à disposition gratuitement sur Internet. Et ce qui est vraiment novateur avec Loose Change, c'est que ce film a été réalisé uniquement sur l'ordinateur portable personnel d'Avery, pour un coût donc modique de $2000. Cela s'explique par le fait qu'Avery n'a tourné aucune séquence par lui-même. Le film a été construit en récupérant tout un tas d'images sur Internet et inclut aussi un contenu vidéo considérable tiré de CNN, de NBC, de Fox News. Même la voix off a été enregistrée dans le petit appartement d'Avery et c'est lui qui parle. Donc un film fait avec des bouts de ficelle, mais qui retient l'attention. Notamment l'attention d'un ami d'enfance d'Avery qui s'appelle Corey Rowe, qui est à l'époque lui militaire et qui est tellement persuadé de l'énorme potentiel du film qu'il décide de tout abandonner pour rejoindre le jeune réalisateur dans l'aventure. Rapidement, le duo Avery et Rowe considère que des améliorations et de nouvelles informations peuvent être apportées. Ils se lancent ainsi dans le remontage du documentaire et sont alors rejoints par un graphiste, Jason Bernas, qui va travailler sur les effets visuels du film.
Et une seconde version est publiée en 2 fois, d'abord en décembre 2005, puis en juin 2006, sous le nom de Loose Change Second Edition Recut. Les 3 hommes ne se paient pas et le coût de cette seconde édition est encore extraordinairement peu élevé, $6 000. Et cette version du film connaît un succès considérable avec plus de 4 millions de vues en 4 mois sur une plateforme qui en est qu'à ses débuts à cette époque, YouTube. Le phénomène est lancé. Les 3 hommes derrière Loose Change décident alors de créer leur propre société de production. Ils affichent clairement leur orientation en déclarant inscrire leur travail dans le droit fil du Truth Movement. Et on peut dire autant de mal que l'on veut de ce documentaire, en pointer les inexactitudes et les approximations, une chose est sûre, on ne peut pas en sortir indemne. Oui, on a affaire ici à ce qu'on peut considérer comme l'archétype du millefeuille argumentatif, un concept que l'on doit au sociologue Gerald Bronner et auquel on s'est souvent référé dans Tous Parano. Oui, et nous aussi, on l'a bien senti cet effet en 2005, quand on l'a vu. Pendant plus d'1h30, le spectateur est noyé sous l'accumulation ininterrompue de dizaines d'arguments discréditant complètement la version officielle, faisant autant appel à l'émotion qu'à la raison, et on en ressort autant essoré que fasciné. Et l'effet est d'autant plus réussi que le montage est vraiment intense, empruntant au code du clip musical comme du film d'action. Le propos est incisif et Avery parvient à installer une tension permanente. Bref, ce film ne rate pas son but, inviter le spectateur à remettre en question ses présupposés. Et après tout, il suffit que seulement 1% de ce film soit vrai pour infirmer le récit des attentats tel qu'il a été présenté par les autorités. Et c'est ça qui fait son efficacité finalement. Bref, un vrai coup de maître réalisé par Dylan Avery et ses acolytes, et ce n'est pas pour rien que les spectateurs sont au rendez-vous. Écoutons-en un extrait pour mieux saisir la tonalité du film. 10h06, Shanksville, Pennsylvanie. Le vol 93, parti de Newark avec 45 personnes à bord à destination de San Francisco, quitte son plan de vol à 8h56 au-dessus de Cleveland. D'après la version officielle, l'appareil se dirigeait vers la Maison Blanche, mais les passagers se sont mutinés et il s'est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie. De tous les événements du 11 septembre, c'est celui qui a provoqué la plus grande confusion. L'avion a été abattu, l'avion n'a pas été abattu. En fait, certains éléments suggèrent que le vol 93 était très loin de Shanksville. J'aimerais qu'on passe à Chris Kennecke. C'est un photographe de la Fox à Pittsburgh. Il était là-bas il y a quelques minutes. Chris, j'ai vu les photos, on dirait qu'il n'y a rien à part un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on voyait d'où on était, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres arrachés. On voyait des gens travailler et arpenter la zone, mais d'après ce que j'ai vu, il ne restait pas grand-chose. Pas de gros débris? Non, rien qui permette de voir qu'un avion venait de se cracher là. Ce jour-là, un avion et ses passagers se sont littéralement évaporés au moment de l'impact. Wally Miller, médecin légiste de Somerset County, a déclaré au Washington Post « C'était comme si on avait pris une benne de ferraille, creusé un trou de 3 mètres et tout balancé dedans. Concernant les passagers, j'ai compris que j'étais inutile au bout de 20 minutes car il n'y avait aucun corps là-bas. Je n'ai jamais vu la moindre goutte de sang. Pas une goutte. » Eh ben, des arguments assénés avec autant d'aplomb, ça a de quoi retourner le cerveau. Et étant donné le succès de cette seconde édition, Avery est contacté par Alex Jones. Ah tiens, le revoilà. Eh oui, et celui-ci lui propose de l'aider financièrement pour réaliser une 3e version du film, cette fois-ci, mais avec beaucoup plus de moyens, afin de viser un rendu vraiment professionnel. Et le budget explose, là il passe à plus de $200 000. Alors Avery accepte et décide de s'adjoindre les services d'un consultant pour son scénario, quelqu'un qu'on a déjà aussi mentionné, le professeur David Ray Griffin. Ah oui, Griffin, c'est celui, rappelez-vous, dont les livres sur le 11 septembre cartonnent et qui avait fourni, notamment dans l'un d'entre eux, 115 arguments démontrant que la version officielle des attentats ne tenait pas. Exactement. Les 115 arguments, on les retrouve dans un bouquin qui s'appelle Le Nouveau Pearl Harbor. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'époque, Griffin est considéré par ses pairs complotistes comme le plus éminent théoricien du complot sur le 11 septembre. Griffin, qui est d'ailleurs la principale influence intellectuelle d'Avery, depuis qu'il a débuté le projet Loose Change. Il y a donc une certaine logique, finalement, à ce que ces deux hommes travaillent enfin ensemble. La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est ça. Et donc une 3e version du film, d'une durée de plus de 2 heures, sort en 2006, intitulée Loose Change, The Final Cut.
Cette version augmentée cumule rapidement les centaines de millions de vues sur YouTube et en parallèle, des dizaines de bénévoles traduisent le film en plus de 40 langues. Cette troisième version est même diffusée à la télévision, dans pas mal de pays d'ailleurs. En France, par exemple, on peut voir le docu sur la chaîne Planète en septembre 2007. Mais empêtré dans des problèmes judiciaires pour infraction aux droits d'auteur et soucieux de corriger quelques erreurs grossières, Avri se décide finalement à réaliser une 4e version du film. Il est tenace quand même le mec. Et cette ultime version, elle reste quand même très proche des précédentes. Son titre c'est Loose Change, an American Coup, et elle trouve des relais étonnants. Oui, en France, on va parler de 2 hommes qui vont publiquement en faire la promotion. Il s'agit de l'acteur Mathieu Kassovitz et de l'humoriste Jean-Marie Bigard. Écoutons donc Mathieu Kassovitz, invité par Frédéric Tadei, le 15 septembre 2009, dans Ce soir ou jamais. C'était sur France 3. Super émission, on entendait un peu de tout d'ailleurs, écoutez. Loose Change, dans sa version finale, est un document absolument vraiment imparable et très très bien documenté. Comprenez que si cette personne, aujourd'hui, qui a 25 ans, qui a aucun moyen de se protéger légalement de tout ce que pourrait lui faire le gouvernement, mais il n'a pas les sous, il n'a pas les moyens, qui n'est pas financé par les États arabes ou quoi que ce soit, faut pas imaginer ce genre de choses, ou sinon il serait déjà en prison pour terrorisme, pour traîtrise du pays. Il affirme des choses à travers des documents tout à fait, vraiment, encore une fois, factuels et tout à fait réels. C'est un document, si vous le voyez une fois, vous ne pouvez plus dormir ensuite. Peu de temps après, cette fois-ci sur France 2, Guillaume Durand, dans le cadre de son émission L'objet du scandale, invite Kassovitz et Bigard. Écoutons encore un petit extrait, du coup cette fois-ci, c'est Jean-Marie Bigard qui s'explique. Mathieu a parlé chez Philippe Tadei et tout. Moi, j'ai bu ses paroles. Je me suis dit, on était complètement en accord. Donc, on s'est téléphoné. J'aurais signalé qu'on est ravis d'être ici parce que ça veut dire qu'on est sur une grande chaîne française. On est en direct. On est sur France 2. On a le droit d'évoquer les doutes qu'on a sur la version officielle délivrée par le gouvernement. C'est le rapport qui a été publié avec une préface. Et on a le droit d'en parler sans être traité de négationniste ni de révisionniste. C'est quand même extraordinaire. C'est un grand pas en avant déjà. Alors, mettons de l'ordre dans tout ça. Mais attends. C'est un peu étonnant quand même ces applaudissements, tu trouves pas ? Ah bah ouais, c'est les codes de la télé, c'est vrai que ça peut surprendre, surtout que c'est clairement spontané, l'émission était en direct. Mais ça en dit long sur l'état d'esprit des gens à l'époque, qui sont de plus en plus nombreux, si ce n'est majoritaire, à rejeter la version officielle du 11 septembre. C'est peut-être parce qu'ils ont maté Loose Change. Ouais, c'est peut-être ça. Mais tu vois, je me dis quelque chose là. Vu qu'avec Loose Change, on est arrivé au stade suprême de la propagation des théories du complot sur le 11 septembre, il serait peut-être temps d'entrer un peu dans les détails de ces théories, non, justement. C'est vrai qu'on les a juste effleurées pour le moment. Bah oui, c'est bien beau de raconter comment tout ça s'est diffusé, on s'intéresse à des gens intéressants, avec des parcours fascinants, mais c'est quoi tout ça, finalement ? Tu as raison. Je pense qu'on doit bien ça à nos auditeurs qui ont fait l'effort de nous écouter jusqu'à maintenant. L'effort, ouais. Allez, let's go. Mais attends, serre-moi un verre avant, parce que là, on part sur un gros tunnel conspi, et je pense qu'on va avoir besoin d'un petit remontant pour tenir le choc. Tous parano. Tous parano. Tous parano. On l'a déjà précisé, mais le nombre d'éléments apportés par les théoriciens du complot du 11 septembre, en particulier ceux qui s'inscrivent dans le Truth Movement, est assez sidérant. Au point, en effet, qu'il semble impossible de tous les recenser. Alors pour être clair, on dépasse très largement la centaine de preuves, entre guillemets, qui démentent la version officielle. S'il est impossible d'en faire le compte exact, il est tout aussi impossible de toutes les mentionner. Et puis sur un sujet, on n'a jamais fait aussi long, Geoffroy. En même temps, c'est l'épisode inaugural de la saison 3, on fera pas ça tout le temps. Bon, du coup, on va vous proposer de faire un petit top 10 des éléments apportés par les complotistes qui nous ont semblé les plus pertinents. Les éléments qui résistent le mieux au débunkage. Ouais, ceux qui instillent le plus le doute, quoi. On est quand même dans Tous parano. Bon, il y en a un petit jingle pour lancer la séquence top 10, du coup. Ah ouais, carrément, avec plaisir. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Alors, numéro 10. La thèse d'une opération sous fausse bannière est étayée par de nombreux précédents historiques.
En clair, les États-Unis ont déjà projeté d'organiser de faux attentats pour incriminer des puissances rivales. La référence qui revient le plus souvent chez les complotistes, c'est l'opération Northwoods. L'opération Northwoods, c'est un projet d'opération militaire clandestine consistant à simuler divers types d'attaques de la part du régime de Cuba pour ensuite accuser les Cubains et envahir leur pays. Conçu par des chefs de l'état-major américain, ce projet fut proposé à Kennedy en 1962, mais il le rejeta à l'époque. De fait, il ne fut jamais mis à exécution, mais il constitue quand même un précédent qui fait sens, en tout cas pour les complotistes. Concrètement, il était prévu que des membres des forces spéciales américaines bombardent la base militaire US de Guantanamo et qu'ils sabotent un avion et des navires situés sur cette même base. Ça, c'était pour la première phase. La phase 2 consistait ensuite à couler volontairement un navire de guerre américain dans les eaux territoriales cubaines et de simuler des funérailles pour les fausses victimes. Et la phase 3 est peut-être encore plus hallucinante. Elle consistait à mettre en œuvre une campagne d'actes terroristes sur le sol même des États-Unis, en organisant de vrais faux attentats, notamment contre des exilés cubains en Floride. Et point d'orgue de cette campagne, les Américains auraient ensuite coulé une embarcation de réfugiés cubains fuyant le régime castriste. Et l'ensemble de ces méfaits aurait ensuite été imputé au régime de Fidel Castro. L'opinion publique chauffée à blanc aurait ainsi appuyé l'invasion de l'île en représailles. Et étant donné l'indignation générale, les Américains auraient pu alors compter sur le soutien de leurs meilleurs alliés, à commencer par les Britanniques, enrôlés dans cette guerre contre Cuba. Des alliés qui n'auraient jamais été mis dans la confidence que l'ensemble de ces attaques avaient été en fait organisées en sous-main par les services secrets américains. Bref, le 11 septembre, serait-il, à l'instar de l'opération Northwoods, une opération sous fausse bannière, allant même jusqu'à sacrifier des vies humaines ? L'histoire nous apprend simplement que de tels plans ont déjà été envisagés. Après, on pourra toujours dire que l'opération Northwoods n'a jamais été réalisée, et que comparaison n'est pas raison, car ici, ce serait s'en prendre à sa propre population. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Et on va enchaîner avec le numéro 9. L'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak était prévue de longue date, mais il fallait s'appuyer sur un événement aussi tragique que fédérateur pour convaincre l'opinion publique du bien fondé de ces guerres. Et là, les complotistes tournent leur regard vers un think tank néoconservateur très influent sur la politique étrangère des États-Unis sous les 2 mandats de George W. Bush, nommé Project for the New American Century. En français, le projet pour un nouveau siècle américain. Et ce qui est pointé ici, c'est un rapport publié par ce think tank en 2000. Un rapport qui a pour titre « Reconstruire la défense de l'Amérique » et qui prône notamment de mettre fin au régime de Saddam Hussein, préambule indispensable à un remodelage du Moyen-Orient au profit des États-Unis. Et dans cette note, on peut lire une petite phrase qui, forcément, a fait couler beaucoup d'encre complotiste. Oui, je cite. « Ce processus de transformation, même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. » Un nouveau Pearl Harbor. Une expression d'ailleurs utilisée par George W. Bush au lendemain du 11 septembre. Histoire que le message soit clair pour tous ceux qui n'auraient pas compris. Ouais, toi tu serais pas un peu parano quand même. Tu sais bien que oui. Et d'autant plus, j'ai envie de dire, quand on apprend que très peu de temps après la réalisation de ce rapport, le Pentagone a mené 2 exercices d'entraînement simulant l'écrasement d'un Boeing 757 sur le bâtiment. Incroyable. Et du coup, ils étaient bien préparés. Pas vraiment, comme chacun sait. On croit le savoir. Allez, numéro 8. Il y a eu des mouvements boursiers plus que suspects concernant les 2 compagnies aériennes impliquées malgré elles dans le 11 septembre. En effet, entre le 6 et 10 septembre, le volume des actions d'United Airlines et d'American Airlines échangées sur le marché boursier a été tout à fait anormal. Sur les 4 jours qui précèdent le 11 septembre, les niveaux de ces échanges ont été 25 fois supérieurs à la moyenne des transactions opérées habituellement. Un exemple, 1535 actions American Airlines ont été échangées le 10 septembre, contre une moyenne quotidienne de 24 sur les 3 semaines précédentes. Le fait que le marché soit tendanciellement à la baisse à l'époque n'explique pas ces volumes surprenants. La probabilité qu'il y ait eu des délits d'initiés est donc très forte.
C'est pas nous qui le disons, hein, ni les complotistes d'ailleurs. C'est la SEC, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Que je viens de citer, effectivement. Et étant donné qu'au lendemain des attentats, le cours de ces actions s'est effondré. Moins 42% pour United, moins 39% pour American Airlines. Eh bien, les petits malins qui se sont débarrassés de leurs actions ont engendré des millions de dollars de profit. Difficile de croire donc que tout ça est le fruit du hasard. Et difficile à croire aussi, mais la commission Keane sur les attentats n'a pas vraiment suivi cette piste. Ses membres n'ont jamais cherché à établir qui était derrière ces mouvements inhabituels. Les allégations de délit d'initié ont même été fermement rejetées dans le rapport de la commission. On peut se demander pourquoi quand même. Ah oui, ça c'est pas interdit. Les défenseurs de la version officielle postulent qu'il s'agit d'investisseurs, peut-être saoudiens et proches de Oussama Ben Laden qui étaient au courant du plan imaginé par le leader d'Al-Qaïda. Et les complotistes, eux, considèrent que ce sont des investisseurs américains, puisque dans leur logique, le 11 septembre est une opération sous fausse bannière et que donc, forcément, des personnalités de haut rang ne pouvaient qu'être au courant des événements. Ouais, Oran, c'est en Algérie, je crois. Voilà pour le complot des boursicoteurs. Allez, on passe à la 7. Numéro 7 à présent, les attentats du World Trade Center constitueraient, ni plus ni moins, une arnaque à l'assurance. Ça peut paraître un peu ridicule comme supposition, mais dès qu'on se penche sur le sujet, il y a de quoi être étonné, vous allez voir. Oui, 2 mois avant les attentats, un milliardaire maniant l'immobilier du nom de Larry Silverstein acquiert le bail du World Trade Center pour la somme astronomique de plus de 3 milliards de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que le World Trade Center n'est pas un bien comme les autres. Depuis sa construction, l'ensemble immobilier n'a jamais rapporté le moindre dollar. Tous les experts sont unanimes, il est quasi impossible de tirer des profits en exploitant le complexe immobilier, en raison de ses énormes coûts d'exploitation. Et en plus de son investissement de départ, Silverstein a dû faire des travaux de rénovation pour 200 millions de dollars. Le World Trade Center est une réserve à amiante qu'il convient d'assainir. On peut donc dire que de mémoire de banquier de Wall Street, on a vu mieux comme investissement. Au point que certains articles parus dans la presse new-yorkaise au moment de ce spectaculaire achat considèrent que Silverstein prévoit à terme la destruction de ces tours qui sont à la fois non rentables et dangereuses pour la santé de leurs occupants. Ouais, des estimations du coût de la destruction des tours sont même réalisées. Il en ressort que tout ça coûterait finalement très très cher, donc rien ne sert de se presser. Et ce qui aiguise l'intérêt des complotistes pour cette affaire, c'est que seulement 6 semaines avant les attentats du 11 septembre, Silverstein change son contrat d'assurance. Il souscrit une nouvelle clause lui permettant d'être remboursé en totalité en cas d'attaque terroriste, même aérienne. Un remboursement qui inclut également le montant des travaux à effectuer par la suite pour la reconstruction des immeubles. Et puis, survient le drame. Larry Silverstein se retourne donc vers son assureur, considérant qu'il doit se faire rembourser, au bas mot, 7 milliards de dollars. Une estimation un peu surréaliste, car avec un tel dédommagement, notre déjà richissime Larry se retrouverait avec un profil net de plus de 3 milliards de dollars. Oui, il estime en effet que le World Trade Center a été victime de 2 attaques terroristes, il y a eu 2 avions, et donc il doit se faire rembourser pour 2 attentats. Alors, direction le tribunal, qui lui donne finalement partiellement raison. La justice considère que les attaques du World Trade Center sont une double attaque terroriste dont chacune nécessite une indemnisation. Et en conséquence, l'assureur doit verser un dédommagement à hauteur de 4,6 milliards de dollars à Silverstein. Alors petit bilan, sachant que notre milliardaire et ses associés ont dépensé aux environs de 3,6 milliards en investissement, on peut estimer que ce n'est pas moins d'1 milliard de dollars qui vont dans la poche de Larry Silverstein et ses associés. Une culbute de 1 milliard de dollars en 6 semaines. Qui dit mieux ? Pas moi. Conclusion, le 11 septembre 2001 est une date tragique pour de nombreux pompiers, policiers et travailleurs américains, mais pas pour le nouveau propriétaire Larry Silverstein, pour qui c'est un jour béni. Mazel tov. Alors à qui profite le crime ? Eh bien à Larry en premier lieu. La rumeur d'une arnaque à l'assurance voit rapidement le jour. D'ailleurs j'en parlais récemment avec mon assureur. Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'il te dit ?
En fait, j'ai eu un dégât des eaux, je le connais un petit peu, tu vois, et donc je le questionne un peu là-dessus, quoi. Et lui, ce qu'il me dit texto, c'est ça. Hein. Il me dit, si j'ai un client à moi qui change son contrat d'assurance voiture, par exemple, et qui passe de la formule hautière à la formule tout risque, et qu'on lui vole sa voiture dans les 6 semaines, eh ben moi, je pense tout de suite au coup fourré, et je mène l'enquête la plus poussée possible. Ah ouais, ok. Mais assureur, c'est un truc de parano, non? Oui, sûrement. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les assureurs parano de Larry Silverstein, ils n'auront pas eu la chance de mener eux-mêmes leur contre-enquête, hein, car comme nous l'avons dit, aucune enquête indépendante n'a été autorisée par les autorités à la suite du rapport Keane. Bref, avec autant de dollars en jeu, n'est-il pas envisageable que ce soit Larry Silverstein lui-même qui ait financé les attentats ou qu'à minima, il en était informé à l'avance? Surtout avec un nom comme ça, c'est toujours douteux. En tout cas, c'est ce que pensent nombre de complotistes. On continue? Bah ouais, avec le numéro 6. Les autorités américaines avaient une connaissance préalable des attentats. Ce que tend à prouver le très grand nombre d'alertes concernant l'imminence d'une attaque terroriste sur leur sol dans les semaines qui précèdent le 11 septembre. On va vous donner quelques exemples, mais dites-vous bien qu'on synthétise à fond et qu'il y a eu des dizaines d'autres éléments qui ont depuis été rendus publics. Alors partons de juin 2001. À ce moment-là, les services de renseignement américains et israéliens reçoivent de la part d'informateurs situés au Moyen-Orient des informations claires selon lesquelles des terroristes ont l'intention d'utiliser des avions commerciaux pour attaquer des bâtiments symbolisant la culture américaine. Des informations qui remontent alors jusqu'au chef de la CIA. Fin juillet 2001, l'Égypte informe la CIA que 20 membres d'Al-Qaïda sont présents sur le sol américain et que 4 d'entre eux ont reçu une formation de pilote d'avion. Preuve que ces informations sont prises au sérieux en haut lieu, le ministre de la Justice de l'époque, John Ashcroft, arrête de voler sur des lignes aériennes commerciales, officiellement du fait d'une réévaluation de la menace terroriste le 26 juillet. Et début août 2001, un informateur marocain travaillant pour la CIA avertit l'agence de renseignement que Ben Laden était en train de planifier, je cite, quelque chose de spectaculaire pour une opération de grande envergure à New York pendant l'été ou à la fin de l'année 2001. Et le 6 août, le président Bush prend connaissance de cette information directement, avec une note intitulée « Ben Laden est déterminé à frapper les États-Unis », qui reprend ces éléments, compilés d'ailleurs à d'autres du même acabit. À ce moment-là, Al-Qaïda était déjà en plus dans toutes les têtes à la Maison-Blanche. Bush avait déjà reçu plus d'une trentaine de mémos émis par l'agence de renseignement au sujet de l'organisation terroriste depuis janvier. Et encore mieux, à la mi-août 2001, un nouveau mémo mentionne cette fois-ci explicitement l'existence d'un plan d'attaque contre le World Trade Center. Le Mossad et les services secrets israéliens donnent à la CIA la semaine suivante, là on est le 23 août 2001 précisément, une liste avec les noms des terroristes vivant aux États-Unis censés préparer cette attaque. Pour des raisons de sécurité intérieure, seuls 4 noms de cette liste ont été rendus publics jusqu'à aujourd'hui. 4 noms que l'on retrouvera finalement dans la liste officielle des pirates de l'air du 11 septembre donc. Et le 10 septembre, la veille donc de l'attaque, un groupe d'officiers supérieurs du Pentagone annule soudainement un vol planifié pour le matin suivant. Apparemment, il y a un souci de sécurité. Et il ne s'agit pas d'un fait isolé. Le maire de San Francisco, pour ne donner qu'un exemple, a affirmé avoir reçu le même jour un message personnel de Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité intérieure du président, avec qui le maire avait rendez-vous, le lendemain, à Washington, lui demande alors de reporter son vol du 11 septembre, encore une fois, pour des raisons de sécurité. Bref, après l'examen de tous ces éléments, il apparaît bien difficile de justifier le manque de vigilance, l'impréparation et l'absence de réactivité le jour même des attaques de la part des autorités. De toute façon, tout le storytelling autour des 19 pirates de l'air présente de nombreuses incohérences. Et c'est ainsi que Thomas Keane, donc le président de la commission sur le 11 septembre, déclara par la suite que sur les 19 pirates de l'air, 16 n'auraient tout simplement pas dû entrer aux États-Unis parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec leur visa ou leur passeport. Mais la CIA n'a jamais partagé ces informations avec les services de l'immigration. Ce qui leur a permis d'entrer aux États-Unis donc sans difficulté. Des informations pas non plus partagées avec le FBI, ce qui leur a permis de séjourner plusieurs mois sur le sol américain en toute tranquillité. Et se livrer sans le moindre tracas à la préparation des attentats. Une préparation qui s'est d'ailleurs déroulée essentiellement aux États-Unis.
Oui, les pirates s'étaient répartis en 4 équipes, avec à chaque fois un pilote désigné qui était accompagné de 3 ou 4 hommes de main, formés pour aider à maîtriser les passagers et l'équipage. Et chaque équipe avait été affectée à un vol différent. Elle avait reçu une cible unique pour écraser leur avion respectif. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les équipiers vivaient ensemble, histoire de créer des liens profonds entre eux. Oui, alors on peut les imaginer tapis dans l'ombre dans un motel comme ça, cachés derrière les rideaux. Eh ben, c'est absolument pas le cas. Oui, la plupart se sont fait clairement remarquer, notamment pour leur attitude. Ouais, des tapages nocturnes ont été rapportés par plusieurs propriétaires qui les logent. Et puis aussi le témoignage du personnel des écoles de pilotage. Oui, parce que comme on l'a suggéré tout à l'heure, les 4 pirates de l'air pilotes ont appris les bases de l'aviation en suivant des cours accélérés pendant leur séjour américain. Il y a notamment cette fameuse anecdote où l'un des pirates de l'air explique à son instructeur qu'il peut zapper tous les cours qui concernent l'atterrissage ou le décollage, parce que ça lui sera jamais utile. Ouais. Et donc tout ça s'est passé sans que les autorités s'en inquiètent. Les différentes agences de renseignement n'ont jamais croisé leurs infos, malgré le fait, comme on l'a vu, que la menace d'un attentat terroriste prenant la forme d'un détournement d'avion s'est précisée au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'été 2001. Pour les complotistes, tous ces éléments prouveraient donc que la Maison-Blanche a laissé faire ou encouragé ces attaques. Bien sûr, rien ne vient étayer factuellement cette thèse. En dehors de tout ce qu'on vient de dire. Tous parano. On va maintenant entrer dans la deuxième partie du top 10 et on va avoir affaire à de plus en plus lourd. Je te resserre un coup pour tenir le choc. Ah ouais. Il me faut fluidifier les neurones là. Enfin bon, tu me connais, pas la peine de demander. Donc, élément à charge maintenant, numéro 5. Le 3e avion de ligne détourné par les terroristes ne se serait pas crashé sur le Pentagone. On le rappelle, selon la théorie officielle, une façade du Pentagone a été percutée par un avion d'American Airlines 51 minutes après la première tour du World Trade Center. Les 64 passagers à bord et 125 personnes travaillant au Pentagone sont morts des suites de cette attaque. Ce qui surprend lorsqu'on voit les premières images du crash, c'est le nombre de débris d'avions relativement peu élevé autour de l'impact. La pelouse devant le Pentagone semble avoir été relativement épargnée. Les dommages apparents sur la façade du bâtiment ne semblent pas non plus si importants que ça. Oui, le trou provoqué par le crash de l'avion ne fait entre guillemets que 6 mètres de diamètre. Alors c'est conséquent bien sûr, mais quand on compare aux dommages infligés sur les tours jumelles, il y a quand même un certain décalage. Donc on a d'un côté des officiels qui nous disent que des choses ont été retrouvées, mais que leur faible nombre s'explique par la violence du choc qui a fait que l'avion s'est littéralement volatilisé. Et de l'autre côté, on a un trou qui ne fait que 6 mètres de diamètre. Les dégâts ne peuvent donc pas avoir été causés par un avion de ligne ? Alors ça c'est ce que disent les complotistes en effet. Et ce qui encourage la propagation de ces rumeurs diffusées par les tenants d'un complot gouvernemental, c'est que certaines preuves vidéo ont été dissimulées. Oui, les vidéos issues des caméras de vidéosurveillance ayant pu filmer le crash sur le Pentagone, ainsi que les derniers kilomètres du trajet probable de l'avion, ont été saisies le jour même par des agents du FBI. L'hypothèse que c'est un missile qui a provoqué ces dégâts est donc avancée par les complotistes. Une hypothèse qui leur paraît mieux correspondre aux dégâts réels infligés au Pentagone. Une hypothèse qui renvoie également au fait que la manœuvre qui consiste à maintenir quasiment au niveau du sol un avion de ligne pendant plusieurs dizaines de secondes avant de percuter un édifice finalement peu élevé, c'est très difficile. Dites-vous bien que la hauteur du Pentagone n'est que de 24 mètres. Faut arriver à le cracher, le Boeing, sur une cible aussi petite. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec les dimensions des tours jumelles. 415 mètres de hauteur, mais surtout 64 mètres de largeur. Pour accomplir pareille prouesse, il a donc fallu que le terroriste aux commandes de l'avion possède un niveau technique très élevé. Sachant que d'après le témoignage de nombreux pilotes professionnels, seul un caïd de l'armée de l'air serait capable d'effectuer une manœuvre aussi périlleuse. Et encore avec une probabilité de réussir son coup qui serait loin d'être de 100%. Si 4 des pirates de l'air ont bien suivi les cours de pilotage, ils n'avaient jamais été aux commandes d'un avion de ligne. Leur niveau en la matière étant au mieux celui de pilote amateur débutant. Bref, là, il y a encore quelque chose de bizarre. Ouais, mais enfin, une fois que tout ça est dit, il faut quand même préciser que les tenants de la version officielle ont de gros arguments à opposer. Oui, déjà, on peut constater que plusieurs lampadaires, disposés parallèlement en 2 rangées et distants environ d'une dizaine de mètres, ont été arrachés sur la trajectoire de l'avion autour du site, ce que l'hypothèse d'un missile rendrait difficile à expliquer.
Et puis surtout, presque tout l'ADN des 53 passagers et 6 membres d'équipage du vol 77 a été retrouvé dans les décombres du Pentagone. Oui, c'est quand même un argument lourd. Et puis il y en a encore un autre, c'est qu'on dénombre plus d'une centaine de témoins civils qui ont confirmé avoir vu un avion de ligne voler en basse altitude vers le Pentagone le matin des attentats. Alors qu'à l'opposé, les tenants d'une théorie alternative n'ont jamais pu trouver un seul habitant de Washington ayant affirmé avoir vu un missile survoler cette zone. Ces arguments de poids n'ont malgré tout pas suffi à stopper la propagation des théories complotistes. Ah non, c'est pour notre plus grand plaisir. Alors en 2006, les autorités ont enfin diffusé les vidéos extraites des caméras de surveillance du parking qui avaient originellement été saisies lors de l'enquête. Le but était de faire taire les rumeurs, mais l'effet escompté n'a pas été au rendez-vous. Eh non, comme d'habitude, parce que les vidéos qui ont été rendues publiques sont de très mauvaise qualité. Là. Et elles permettent que de distinguer un objet grisâtre volant en rase-motte et percutant le Pentagone. Oui, si vous allez voir sur le net ces images, vous le constaterez comme nous. On ne peut clairement pas savoir s'il s'agit d'un missile ou d'un avion. Et ce n'est pas que notre opinion personnelle. L'image du vol 77 d'American Airlines qui apparaît dans les vidéos est décrite comme, je cite, une tache blanche et une traînée blanche dans un reportage de la BBC. Dans un article de la Associated Press, on parle d'un léger flou blanc, pas d'un avion. Suite à la déception engendrée par la diffusion de ces images, et dans une volonté louable, on pourra dire quand même, de répondre de manière transparente aux critiques, eh bien les autorités américaines vont confier la boîte noire de l'avion à une association de pilotes professionnels pour un contre-examen. Oui, alors c'est assez cocasse puisque c'est pas n'importe quelle association qui va s'en occuper, c'est Pilot for Truth, une organisation liée au Truth Movement et qui a conclu, à l'issue d'une simulation effectuée sur la base des données de la boîte noire, que le vol 77 ne pouvait physiquement pas avoir percuté le Pentagone, mais l'avait simplement survolé. Au contraire de ce qu'avait conclu la commission d'enquête officielle en analysant la même boîte noire. Bon, conclusion. Malgré les preuves tangibles amenées à la connaissance du public par le gouvernement américain, eh bien, l'épisode du Pentagone persiste dans la pensée complotiste. Bon, c'est un bon numéro 5 en tout cas. C'est un bon numéro 5 et on va aborder maintenant quelque chose moins connu mais tout à fait fascinant. Numéro 4, l'armée de l'air a mené de nombreux exercices militaires le 11 septembre qui auraient pu servir de couverture aux véritables attaques. Écoutez bien, c'est à peine croyable. Le matin du 11 septembre, plusieurs exercices militaires mobilisant des dizaines d'avions, normalement attachés à la surveillance de l'espace aérien américain, ont eu lieu sous le contrôle de l'US Air Force, de la CIA et de la NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Les noms de ces opérations, les opérations Vigilant Warrior, Vigilant Guardian et Northern Guardian. 3 exercices qui ont considérablement affaibli la capacité de réponse de plusieurs bases aériennes situées sur la côte est des États-Unis. Et encore plus étonnant, ce jour-là se déroulait également une 4e opération de plus grande ampleur, l'opération Northern Vigilance. Oui, celle-ci a impliqué de redéployer plusieurs chasseurs de la défense aérienne qui patrouillent habituellement dans la région de Washington, en Alaska. En Alaska, à l'autre bout du pays, et ça dans le but de simuler une riposte aérienne à une potentielle attaque russe. Pas de bol. Et non, ces éléments expliquent qu'il n'y avait, ce matin du 11 septembre, que 14 chasseurs mobilisables sur l'ensemble du territoire américain. Ce chiffre, vous l'imaginez aisément, est anormalement bas. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que si on entre dans le détail de ces exercices militaires, eh bien on se rend compte que ce matin-là, c'est au total 5 scénarios de détournement d'avions qui ont été simulés. Ah ça doit titiller l'esprit des complotistes, non ? Oui, de quoi leur faire dire en tout cas que les radars qui surveillaient l'espace aérien ce matin-là avaient affiché un grand nombre d'avions détournés toute la matinée, ce qui n'allait pas sans une certaine confusion. Si on fait le compte, et en se basant uniquement sur les informations qu'on a glanées en préparant cet épisode, on arrive à 9 avions détournés. Ben oui, les 5 simulations en question, plus les 4 vrais détournements effectués par les pirates de l'air du 11 septembre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre ces vrais et ces faux détournements, il y a eu de quoi se mélanger les pinceaux. Et puis de retarder à minima la réponse à l'attaque réelle. Une réponse déjà compliquée à mettre en œuvre compte tenu du nombre faible de chasseurs à disposition. C'est quand même dingue, le hasard des choses des fois. Et du coup, une grosse question découle de ces observations. Les pirates de l'air d'Al-Qaïda ont-ils choisi d'opérer le 11 septembre parce qu'ils savaient que c'était le jour idéal pour commettre leur attaque ? Ou bien s'agit-il tout simplement d'une incroyable coïncidence ? Ah, coïncidence. Voilà un mot qui ne figure pas dans le dictionnaire du complotiste.
Et donc, suivant la logique conspirationniste, si les terroristes ont pu avoir connaissance de la tenue de ces exercices militaires bien arrangeants, c'est qu'ils ont bénéficié de complicité en interne. Mais oui, et là, 2 scénarios sont possibles. Soit ils ont été aidés par des agents infiltrés au sein de l'armée des États-Unis, soit ils étaient eux-mêmes des agents aux ordres de l'état-major américain. Et si cette dernière hypothèse est la bonne, eh bien cela prouverait à coup sûr que le 11 septembre est bien un complot intérieur. Alors bien entendu, même si tout ça est complètement fou et super séduisant, on reste dans le domaine de la spéculation pure. Mais il y a quand même de quoi nous rendre tous parano. Je ne te le fais pas dire, mais ça nous fait plaisir. Et en tout cas, on sent bien qu'on se rapproche à grandes enjambées de notre podium, parce que la tension monte comme jamais. Un petit verre peut-être encore ? Ouais, moi je vais finir complètement pété, mais oui, allons-y, cher ami. Numéro 3, médaille de bronze. Podium. Les incendies qui ont suivi le crash des avions n'auraient pas provoqué l'effondrement des tours jumelles. Alors là, les complotistes opposent une thèse alternative à la version officielle, la thèse de la démolition contrôlée. Ouais, on est passé un peu vite fait sur ce scénario. Il faut ici un peu entrer dans les détails, qui sont croustillants. Un peu technique aussi. Premier élément, les complotistes font remarquer que la chute des tours présente déjà toutes les caractéristiques physiques d'une chute libre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les seuls à dire ça. Le NIST, le National Institute for Standard and Technology, en français l'Institut national des normes et de la technologie, donc c'est une agence fédérale tout à fait officielle, elle estime également que l'effondrement s'est effectué, je cite, essentiellement en chute libre, indiquant que la structure située sous la zone de l'amorce de l'effondrement, là où a eu lieu le choc, a offert une résistance minimale à la chute de la partie supérieure de l'immeuble. Et c'est toute la question, comment expliquer la faible résistance de toute la partie de l'immeuble située en dessous de la zone de l'impact ? On parle quand même de 92 étages sous impact pour la tour 1 et 76 étages pour la tour 2. Eh bien pour les complotistes, la seule manière d'expliquer la faible résistance de toute la partie inférieure des immeubles, c'est la présence d'explosifs. Des explosifs placés notamment au niveau du sol, car c'est ce qu'on fait lorsqu'on rase une barre d'immeuble, par exemple. Mais qui dit explosif dit explosion. Eh oui, mon cher Watson, effectivement. Justement, lorsqu'on observe de près les vidéos de l'effondrement des tours jumelles, on voit des explosions en nombre assez important d'ailleurs. C'est vrai, des explosions très violentes qui ont expulsé instantanément et horizontalement des débris très loin de la zone d'effondrement des immeubles. On a retrouvé en effet pas mal de choses provenant des tours dans les rues adjacentes, parfois à plus de 300 mètres des Twin Towers. Et ce n'est pas le matériel contenu dans les tours qui permet d'expliquer de telles explosions, puisqu'il s'agissait essentiellement de mobilier de bureau, de papier, d'ordinateurs, etc. Alors bien sûr, il y a tout le kérosène contenu dans les réservoirs des avions, qui ont pu frapper les tours jumelles, ce qui permettrait d'expliquer l'extrême violence des incendies. Oui, le carburant, là, aurait en effet pu agir comme le plus puissant des catalyseurs. Mais pour les complotistes, ça ne tient toujours pas, car la température atteinte par les incendies stimulés par ce redoutable combustible n'aurait malgré tout pas été suffisante pour provoquer les explosions et l'écroulement des tours. Ouh là 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 là, attends, je pense qu'on va parler technique maintenant, alors j'enfile ma blouse de chimiste, je sens que tu dois nous parler de température de fusion, un truc comme ça, allez vas-y, je t'écoute. Voilà ce qu'on peut dire. Déjà, la température de fusion de l'acier, que l'on retrouve sur la structure des tours jumelles, est de 1482 degrés. Ok. Ensuite, la température maximum que peut atteindre le carburant à base de kérosène des avions qui se sont crashés sur les immeubles est-elle de 982 degrés. Ok, donc là, on est déjà à 500 degrés de moins. Et autre élément, ce même acier des tours, il a été certifié au moment de la construction pour supporter une température de 1093 degrés durant 6 heures. Donc une température nettement supérieure à la température maximale atteinte par le carburant. Alors, si je te comprends bien, tu es en train de nous dire que lorsque les complotistes nous disent que la température atteinte par les incendies aurait été insuffisante pour provoquer l'effondrement des immeubles, ils ont raison. Pas tout à fait en fait, parce que ce qu'on peut souligner aussi, c'est que l'acier perd 50% de sa résistance lorsqu'il est chauffé seulement à 500 degrés. Donc bien avant qu'il commence à fondre.
La structure de l'immeuble aurait donc pu vaciller bien avant d'atteindre les températures les plus extrêmes qu'on vient de mentionner. Ok, je prends quelques notes en même temps, mais du coup, si je suis ton raisonnement, les incendies auraient finalement été assez puissants pour provoquer l'effondrement. Ah bah ça, en toute honnêteté, j'en sais rien, tu m'en demandes beaucoup là. Ok, je retire ma blouse, alors je vais me référer au rapport du NIST, l'agence fédérale qu'on a mentionné tout à l'heure. Pour comprendre comment l'incendie s'était passé, plusieurs dizaines de poutrelles retrouvées dans les décombres ont été examinées sous toutes les coutures. Et alors que dit cette étude ? Que la chaleur n'aurait dépassé les 250 degrés que dans 3 des poutrelles examinées. 3 poutrelles, ça fait pas beaucoup pour 2 immeubles de plus de 400 mètres de haut. Ils font ce qu'ils peuvent, ça s'explique par l'ampleur de la destruction. Pour réaliser l'étude, il n'y avait que 3% des poutrelles analysables, donc pas des masses, quoi. De l'aveu même de ces auteurs, ces données ne peuvent donc pas être généralisées. Mais parano comme je suis, j'imagine que cela ne les a pas empêchés d'avoir le fin mot de l'histoire. Bien sûr, pour eux, l'effet des incendies aurait été insuffisant pour faire s'écrouler les tours dans des circonstances normales. L'écroulement des tours est dû à l'effet combiné de l'impact des avions et des incendies multiples s'étant déclarés dans les étages. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, que dire de l'effondrement de la fameuse tour 7, qui elle n'a pas été percutée par un avion ? Ah, je vois qu'en plus d'être un bon technicien, t'es un bon enquêteur. C'est une excellente question, mon cher Geoffroy. Eh bien pour ça, passons à notre numéro 2. Médaille d'argent donc, numéro 2. La tour numéro 7 aurait été volontairement abattue pour cacher des secrets d'État révélant le complot gouvernemental. Le cas de la tour 7 du complexe du World Trade Center est unique. Si l'on en croit la version officielle, c'est le premier et le seul gratte-ciel à structure d'acier de toute l'histoire de l'architecture à s'être intégralement effondré suite à un simple incendie. Alors que s'est-il passé exactement ? Eh bien, toujours selon le NIST, des débris en feu tombés des 2 tours jumelles sont venus provoquer des dégâts importants sur la tour 7. Ces débris projetés ont entraîné plusieurs départs de feu sur différents étages. Et à l'instar des tours jumelles, ce sont 16 incendies qui ont provoqué l'écroulement de l'immeuble. La différence notable là, c'est que l'immeuble ne s'est écroulé qu'à 17h20, soit plus de 7 heures après le début des incendies. Des experts du Trough Movement rejettent cette version officielle, jugeant impossible que le bâtiment ait pu s'écrouler sans aucune aide. L'hypothèse est la même que pour les Twin Towers. Des explosifs auraient été dissimulés volontairement par le gouvernement. Et là, les complotistes reprochent au rapport officiel de ne pas avoir assez tenu compte des témoignages, notamment ceux relatant la présence de bombes. Et ils justifient également cette thèse par la présence de résidus d'explosifs, termites ou termates, dans les décombres. Alors, petite explication, là, on va encore faire un peu de chimie, mais le thermate, c'est une poudre incendiaire qui a la particularité d'atteindre la température de 2200 degrés, et ça en seulement 2 secondes. Oui, on se sert du thermate pour souder ou pour faire fondre l'acier. C'est par exemple ce qu'on fait lorsqu'on veut souder des rails de chemin de fer. Ouais, enfin ça c'est pour des applications civiles, mais il y a aussi des applications militaires. L'armée américaine est connue notamment pour utiliser cette substance sur les champs de bataille, pour détruire en quelques secondes du matériel perdu au combat, comme des hélicoptères par exemple, pour éviter que ceux-ci ne tombent dans les mains des forces ennemies, quoi. Et précisons-le tout de suite, la présence de thermate dans les décombres de la tour 7 n'est pas officiellement attestée. La théorie de la thermate ne repose que sur des témoignages visuels et des analyses de certains chercheurs faisant partie du Truth Movement. On peut citer un certain Jonathan Barnett, lui c'est un spécialiste de la protection anti-incendie qui prétend avoir examiné un morceau d'acier de la tour 7 du World Trade Center. Alors je cite ce Barnett, « L'amincissement de l'acier s'est produit par une corrosion à très haute température due à une combinaison d'oxydation et de sulfuration qui a liquéfié l'acier. » Alors, qui dit sulfuration dit soufre. Et pour les complotistes, cela serait suffisant pour attester de la présence de thermate. Bon, alors tout ça c'est quand même très technique, et concédons-le, nous n'avons pas les compétences pour juger de la pertinence ou pas de cet argument scientifique. Oui, d'ailleurs, si on a des chimistes, des vrais, parmi nos auditeurs, on serait ravis d'avoir un petit mot de votre part sur nos réseaux sociaux, par exemple. On aimerait bien recueillir votre opinion sur ce sujet. Bon, il y a quand même une petite anecdote qui est un peu plus parlante pour nos experts comme nous, qui revient souvent dans les arguments complotistes. Oui, une anecdote qui ne prétend en rien apporter une démonstration scientifique, mais qui instille quand même un petit peu le doute. Ça fait toujours plaisir. Alors il faut revenir pour ça au direct des chaînes télé qui couvrent les événements, donc le jour même du 11 septembre. Notamment celui de la BBC.
Donc, il y a une journaliste qui est en duplex à New York et qui demande à passer à l'antenne. Et là, le présentateur en plateau lui donne la parole et elle annonce fièrement l'effondrement en direct de la tour 7. Le hic, c'est qu'il est 17h. 20 minutes avant l'heure réelle de son effondrement. Journaliste bien informé, dis donc. Bon, son passage à l'antenne dure environ 6 minutes et ce qui est assez savoureux, c'est qu'on distingue clairement pendant tout ce temps-là la tour, justement, numéro 7, derrière elle, dans le cadre choisi par le caméraman. Et puis comme si quelqu'un s'en rendait compte en régie tout d'un coup, la connexion s'interrompt. La tour numéro 7 n'ayant pas été la cible directe des attentats, son effondrement était à cette heure donc hypothétique et de probabilité faible. Du coup, cet incident de la BBC, vous vous en doutez bien, est exploité par les complotistes pour juger que l'effondrement de la tour 7 a été bel et bien prémédité. Et ces derniers insistent sur un point qu'on n'a pas encore abordé. La tour 7 n'est pas une tour comme les autres. Mais veux-tu dire qu'il y aurait une raison spécifique de la faire s'écrouler? En dehors, je veux dire, de la possibilité d'une arnaque à l'assurance, comme on l'a vu tout à l'heure? Si on s'intéresse à ce qui s'y trouvait dans cette tour, peut-être bien. Il faut en effet savoir que la tour 7 abritait les bureaux secrets de la CIA et du Secret Service, sans oublier une énorme quantité de documents, estimés à au moins 4000 dossiers, qui portaient sur des investigations en cours à Wall Street. Et donc, avec l'effondrement de cette tour, les preuves d'un nombre incalculable de délits d'initiés et de scandales financiers en tout genre sont partis en fumée. Ah, c'est ballot. Et en particulier celle portant sur le plus grand scandale financier de l'époque, le scandale WorldCom, le géant américain des télécommunications au début des années 2000. Oui, sans entrer dans les détails, sachez qu'on parle quand même de la plus importante fraude boursière de l'histoire, au moins à l'époque, avec des comptes truqués à hauteur de 11 milliards de dollars. Donc, dans la logique complotiste, où rien ni personne n'est innocent, où il n'y a aucun hasard, la destruction de ce gratte-ciel aurait donc fait un certain nombre d'heureux. Silverstein, le propriétaire dont on vous a parlé tout à l'heure, et la flopée de businessmen de Wall Street, poursuivis par des enquêtes pour malversation financière et qui auraient mis certaines personnes peut-être même sous les barreaux. Et surtout, elle aurait permis de détruire les preuves que le gouvernement était derrière le complot du 11 septembre. Des preuves qui étaient stockées, là encore, dans les bureaux de la CIA et du Secret Service de la Tour 7. Voilà le véritable mobile. Et ce qui est peut-être le plus incroyable dans cette histoire, c'est que la commission Keane, la commission officielle sur le 11 septembre, ne fait jamais mention de la Tour 7 dans son rapport. Oh, arrête. Ça en fait trop de trucs bizarres dans cet épisode. Mais je crois que notre podcast n'a jamais aussi bien porté son nom. Surtout qu'on arrive au sommet de notre top 10. Et là aussi, ce qu'on va dire est assez dingue. Allez, je me lance. Mesdames et messieurs, le numéro 1. Le cas Ben Laden, ses liens avec les services secrets et la famille Bush. Oula, il y a beaucoup à dire là-dessus. On va faire synthétique parce que franchement, l'épuisement me gagne. Allez Geoffroy, faut pas craquer, c'est la dernière ligne droite là. Bon, première bizarrerie. Comment se fait-il que notre Oussama Ben Laden ait été dans l'orbite des services de renseignement américains durant les 2 années qui ont précédé les attaques sans que rien, mais rien, ne soit fait pour stopper son action? Et puis, comment expliquer également qu'il parvienne si facilement à disparaître complètement des radars juste après le 11 septembre? Ce jusqu'à sa capture et son exécution en mai 2011, 10 ans plus tard, quoi. Si on revient en arrière, on se rend compte en effet que de janvier à mai 2000, le leader d'Al-Qaïda est sous la surveillance de la CIA alors qu'il se trouve en Allemagne. On est quand même dans l'année qui précède les attentats, et étant donné leur niveau de sophistication et la logistique nécessaire à une telle opération, eh bien Ben Laden devait à ce moment-là superviser une bonne part de leur préparation. Pourtant, rien ne se passe du côté des services de renseignement. Et il y a plus. Le 12 juillet 2001, Larry Mitchell, représentant de la CIA, rend visite à Oussama Ben Laden à l'hôpital américain de Dubaï. Une visite de courtoisie, apparemment. Ouais, sachant que Ben Laden, en plus, à cette époque-là, est déjà accusé d'avoir commis plusieurs attentats contre les États-Unis. Contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie à la toute fin des années 90. Près de 250 morts quand même au passage. Du coup, sa tête est mise à prix pour 5 millions de dollars. Comment expliquer le peu d'entrain alors à le capturer? Quand on connaît la suite de l'histoire, ça a de quoi étonner. Et puis deuxième bizarrerie, après celle-ci, on n'aura de cesse d'être surpris par les liens existants entre la famille Ben Laden et les Bush. Un exemple qui a fait la une des journaux. 8 jours après les attentats,
13 membres de la famille Ben Laden quittent les États-Unis à bord d'un Boeing 727 spécialement affrété pour l'occasion, et là avec l'assentiment de l'administration américaine. Alors même si on sait et qu'on dit qu'Oussama Ben Laden n'avait plus de relation avec la plupart des membres de sa famille, cette information diffusée dans la presse américaine choque l'opinion. Surtout qu'en suivant le fil de cette histoire, on apprend quelque chose d'encore plus étonnant. Le 11 septembre, le matin même des attentats, se tenait à Washington le conseil annuel d'un groupe nommé Carlyle. Parmi les invités figuraient notamment George Bush, là c'est le père du président de l'époque, et Shafiq Ben Laden, le frère d'Oussama. La proximité des noms Bush et Ben Laden en ce jour précis, ça a de quoi interpeller. Et ça permet surtout de révéler Carlyle au grand public. Ah, Carlyle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à l'époque, c'est tout simplement le plus grand investisseur privé du monde, surtout implanté dans le secteur de l'armement, un groupe bien discret, comme on les aime dans Tous Parano. Un groupe dont les principaux clients sont des gouvernements. Comme la société l'a écrit dans sa brochure, je cite, « Nous investissons dans les opportunités créées au sein d'industries fortement affectées par des changements de politique gouvernementale. » Alors je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que le 11 septembre entre dans cette catégorie. Ouais, ils ont le sens de la formule quand même. Bon, les Bush et Carlyle, c'est une longue histoire en tout cas. George Bush père y a occupé pendant 10 ans un poste de conseiller juste après son mandat de président. C'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président travaillait par la suite pour un fournisseur du Pentagone. Et son fils, George W., connaît très bien Carlyle, lui aussi. Le groupe lui a trouvé un emploi dans les années 90, alors que son père occupait la Maison-Blanche à ce moment-là. Un épisode qui a disparu de son CV, tiens. Comme c'est bizarre. Bref, pour les complotistes, et pas que d'ailleurs visiblement, le groupe Carlyle incarne à merveille le complexe militaro-industriel contre lequel le président républicain Dwight Eisenhower avait mis en garde le peuple américain en quittant ses fonctions en 61. Quelque chose que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui fait toujours froid dans le dos. Difficile en effet d'être plus proche de l'administration américaine que les Carlyle. Ouais, ça pullule de conflits d'intérêts là. À commencer par le fait qu'en entrant en guerre contre l'Afghanistan et l'Irak, George W. Bush a fait gagner un sacré pactole à certaines sociétés contrôlées par Carlyle. Et indirectement, en prenant ces décisions, il a rempli le porte-monnaie de son papa. Et oui, vous vous en doutez, la collection de personnages influents qui ont travaillé ou ont investi dans le groupe ne s'arrête pas à la famille Bush. La liste des Carlyle Boys, comme on va les appeler, est assez hallucinante. On y trouve, par exemple, John Major, ancien Premier ministre britannique, Colin Powell, secrétaire d'État à la Défense au moment des faits, ou encore Arthur Levitt, ancien président de la SEC, le gendarme de Wall Street. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs membres de la famille Ben Laden. Qui, pour certains analystes, auraient fait partie des principaux investisseurs de Carlyle. Et étant donné que les bénéfices engendrés par la défense dans l'après-11 septembre ont été colossaux, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Ben Laden, comme les Bush, ont tiré le gros lot ce jour-là. Bah oui, à qui profite le crime ? C'est toujours la même rengaine. Surtout que c'est pas tout. Ah oui, on va finir dans le top 10 en citant 2 membres de la famille Bush à la trajectoire qui laisse un peu songeur quand même. Oui, commençons par Marvin Bush, l'un des frères de W. Lui, c'est un homme d'affaires. Il a la particularité d'avoir été l'un des administrateurs d'une société qui se nomme Securacom. Et Securacom, c'est tout simplement la firme qui a été chargée de la sécurité du World Trade Center. Dont le capital est détenu par des intérêts au Moyen-Orient. Alors certes, Marvin a démissionné de son poste en juin 2001, mais il a été remplacé par son cousin, ça reste en famille, un certain Wirt d'Esther Walker III. Ah, c'est un bon nom pour un chien, ça. Qui lui, il est carrément devenu le président de Securacom. Et donc, c'est sous sa présidence que de nombreux événements inhabituels, entre guillemets, se sont déroulés quelques jours avant le 11 septembre. Attention, accrochez-vous, notamment une panne de courant le week-end du 9 qui a mis hors service l'ensemble des caméras de surveillance de la Tour 2. Ah oui, on avait oublié d'en parler de ça. Et il se trouve que ce même cousin, la Wirt d'Esther Walker III, il présidait en parallèle une autre compagnie, une compagnie nommée Aviation Générale, qui fournissait des avions au centre d'entraînement des pilotes égyptiens, pas n'importe où, mais dans la ville où a grandi l'un des pirates de l'air pilote du 11 septembre, Mohamed Atta. Bon, alors, je sais pas comment ça se passe au pied du sapin, les Noëls chez les Bush, de quoi on parle, mais enfin bon.
Et si on se dit que c'était qu'une coïncidence? Oui, on peut toujours se dire ça, c'est sûr. Hein. Eh ben, il faut savoir que ce centre d'entraînement égyptien avait établi un partenariat avec un centre de pilotage situé à Daytona Beach, en Floride, qui fut l'objet d'une enquête du FBI pour avoir formé les pirates du 11 septembre. Rien que ça. Et puis il y a un autre frère de W, Jeb Bush. Lui, il est plus connu que Marvin car il était gouverneur de Floride. Oui, avec le rôle controversé qu'on lui attribue dans l'élection de son frère en 2000, rappelez-vous, le recomptage des voix et tout le tintouin. Eh bien, Jeb Bush, il se serait précipité la nuit suivant les attentats à l'école de pilotage de Venice, en Floride, pour en saisir toute la documentation. Bah tiens, encore une école par laquelle est passé un pirate de l'air du 11 septembre. Ouais, on se demande bien pourquoi. Alors tout ça est tout à fait documenté, hein, précisons-le. Oui, l'affaire a été publiée par de grands journaux américains, qu'on ne pourrait pas qualifier d'organes complotistes. Hein. Et elle a ressurgi à point nommé, justement, lors de la candidature de Jeb Bush à la présidentielle 2016. Et bon, ça a contribué à l'écarter à l'époque de la course à la présidence. Alors bien sûr, Jeb Bush a affirmé mordicus ne s'être jamais rendu sur les lieux, mais le problème, c'est que son alibi a été contesté par plusieurs témoins. Après, c'est toujours pareil, c'est la parole d'un homme contre un autre. Enfin, d'un homme contre un Bush. Ouais. Du coup, ça a tendance quand même, moi, à me rendre un petit peu parano, mais on viendrait pas terminer notre top 10 ? Ah, merci. Parce que je sais pas si c'est justement la paranoïa qui me gagne, mais devant l'accumulation sans interruption d'éléments tous plus étranges les uns que les autres, je commençais à me dire que ça s'arrêterait jamais. Ah bah oui, les théories du 11 septembre, c'est un peu le tonneau des Danaïdes du complotisme. Et donc du coup, c'est fini le vertige là? On en termine là avec cet épisode? Écoute, on va se resservir un verre déjà, et puis allez oui, on conclut. Voilà une bonne médecine. Nous l'avons vu à travers cet épisode, les attentats du 11 septembre 2001 sont à jamais associés aux théories du complot qu'ils ont fait naître. On en a dénombré plus d'une centaine en préparant cet épisode. Un phénomène assez unique à la hauteur du retentissement de cet événement tragique et du traumatisme qu'il a suscité. Que reste-t-il aujourd'hui du 11 septembre, plus de 20 ans après les événements? Déjà, il faut se pencher sur le bilan catastrophique de la guerre contre le terrorisme lancée par le président George W. Bush. Une guerre d'Irak, déclenchée sans preuve ni stratégie d'avenir, a finalement créé le chaos propice à l'émergence de Daesh. Et que dire de l'Afghanistan? À la fois la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis et peut-être aussi la plus inutile. Sans même parler des conséquences dramatiques du retour des talibans au pouvoir. Le coût humain des guerres post-11 septembre défie toute rationalité. On dénombre plus de 929 000 morts, dont 387 000 civils au total. Les deux principaux conflits, Irak et Afghanistan, ont également fait plus de 38 millions de réfugiés. Et économiquement, c'est plus de 8 000 milliards de dollars qui ont été dépensés par Washington pour cette croisade. Toutes les guerres se jouent deux fois, d'abord sur le champ de bataille puis dans la mémoire collective, et sur ces deux plans, les Américains ont perdu, avec un déficit d'image que la présidence de Barack Obama ne sera pas parvenue à freiner. Blessé dans son orgueil, le soi-disant phare américain a montré pendant cette période sa face la plus sombre. Prison secrète de la CIA, enlèvement et torture de prisonniers au camp militaire de Guantanamo, bombardement de populations civiles pour ne citer que quelques exemples. Alors certes, les Américains n'ont depuis plus été touchés par une attaque terroriste sur leur propre sol, mais le souvenir des attentats du 11 septembre demeure intact, comme s'il était aussi indélébile que la blessure elle-même, la pire jamais infligée à leur pays. Et que dire également de la propagation des théories du complot depuis cette époque? Avec le 11 septembre, nous sommes entrés dans une nouvelle ère conspirationniste et les théories alternatives sur le World Trade Center constituent désormais la matrice du complotisme 2.0. Le 11 septembre est devenu le modèle. À chaque attentat terroriste, il y a désormais une mise en branle d'un récit alternatif qui vient toujours se calquer sur le même schéma que celui des théories du complot du 11 septembre. Comme si on avait toujours affaire à une mise en scène. Comme si on était toujours confronté aux mêmes mensonges des hommes politiques et des médias qui sont au service d'intérêts cachés. Et en définitive, le 11 septembre a marqué la véritable entrée du monde dans le XXIe siècle. Et dans le même temps, cet événement a signé le déclin définitif des grandes idéologies qui avaient structuré nos sociétés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, on ne sait plus très bien à quoi s'arrimer pour avoir quelque chose de concret qui nous relie en tant que société.
Un peu comme The Falling Man, l'homme qui a préféré sauter de la tour 1 plutôt que de mourir dans l'incendie, et qui a été immortalisé dans un cliché resté dans les mémoires, ce que nous ressentons depuis le 11 septembre, c'est un appel du vide irrésistible. Un vertige qui a de quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, eh ben vous êtes là où il faut. C'est tous parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors, abonnez-vous au podcast, likez, partagez, bref, conspirez pour faire de tous parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Hein. T'as raison, on nous écoute. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on va écouter le morceau d'un rappeur français, qui n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit de Cynic. Alors le morceau commence à dater un petit peu, il est sorti en 2005 et il s'appelle « Deux victimes, un coupable ». C'est pas un titre complotiste en tant que tel, mais ce qui est pas mal, c'est que ça retranscrit quand même assez bien l'atmosphère de l'époque. Allez, Cynic. J'habite dans un duplex à Manhattan, au coin de la 63e. Jeune cadre diplômé, mes bureaux sont dans un gratte-ciel. Ce matin, de très bonne humeur, je me sens. Nous sommes au mois de septembre, le 11 il me semble. En quittant la maison, je laisse ma vie derrière moi. Sans même le savoir, j'embrasse ma fille pour la dernière fois. Comme toujours, je dis bonjour à la femme de ménage en ouvrant mes bureaux du 152e étage. Je suis le boss, celui qui parle au bout de la table, j'en suis tout fier. Bref, il est 8h et bientôt des poussières. J'ai entendu un bruit impossible à décrire. En une seconde, une secousse, des cris, des appels au secours. De la fumée dans les yeux et dans le bide. Triste choix, brûler dans le feu ou se jeter dans le vide. Asphyxié, j'ai posé mes yeux dans le ciel. Puis j'ai opté pour un vol plané du 152e. L'apocalypse en dimension réelle. Il y aura l'avant et l'après 11 septembre 2001. Pas de différence entre les terroristes et ceux qui les protègent. En ce moment, on entend justement au-dessus de Kaboul les bombardiers B-52 américains. Ce sont surtout les enfants qui ont besoin de soins. Les habitations ont toutes été détruites et les habitants survivent dans ces amas de ruines. Je viens du pays des cagoules, là où les obus éclaboussent. J'habite Kaboul et j'ai 12 ans, appelez-moi Mousse. Les familles sont parties, les soldats sont par terre. Le centre-ville est en ruine, même l'école s'est fait bombarder. J'ai demandé à Dieu de m'épauler. Ce que vous voyez à la télé, moi je l'ai vu en ouvrant mes volets. Comme tous les jours, j'irai déblayer les ruines. Comme chaque soir, les échanges de tirs vont éclairer mes nuits. J'ai 6 frères et sœurs, j'ai peur que la mort nous sépare. C'est difficile, alors je prie pour que les missiles nous épargnent. Je rêve de l'université, d'un job à mi-temps. Et si les gosses précoces deviennent adultes à 8 ans, victimes d'une guerre dont j'ignore les causes. Des fois je fais du vélo mais je slalom entre les corps. Mon père pense que le pays a tout à perdre, espérant comme chacun que la guerre nous foute la paix. La Maison Blanche, le président Bush n'y était pas. Notamment pour évoquer les possibles représailles des États-Unis. C'est ce que tout le monde attend maintenant. Le président américain a juré dès hier soir de venger les milliers de victimes de ces terribles attentats. On écoute George Bush. Notre armée, partout dans le monde, est en état d'alerte maximale. Yeah, je m'appelle George, je réside à la Maison Blanche. J'ai fait la guerre sans motif, de temps en temps ma raison flanche. Je suis dans le pétrin, j'ai l'ONU sur les épaules. Je me regarde en face dans la glace, même si je tue pour du pétrole. En vérité j'ai la haine, je veux la tête à Ben Laden. Je suis fier, je mens quand je dis que j'aime la paix. Dans les livres d'histoire j'aurais laissé mon nom. Je suis le président cowboy, déclare la guerre plus vite que mon ombre. Je fais croire à mon peuple que les barbus veulent frapper l'Amérique. Pour être sûr de taper John Kerry, je suis le shérif du monde, le chef, le justicier, le commissaire. J'ai un caniche qui s'appelle Tony Blair. Je tue des condamnés par injection à la picouse. Partout où je passe on me déroule un tapis rouge. Je mérite le prix Nobel, des belles promesses. Je suis en tort mais je m'endors sans problème. We will make no distinction, make no mistake, those responsible for these cowardly acts.
Tous parano.